Je m'appelle Solène Romani, je travaille pour Atrium Bruxelles. Atrium Bruxelles, c'est l'agence régionale du commerce. Le commerce à Bruxelles, ça représente 7% de la population active, 25 000 cellules, dont plus de 4 000 qui sont vides, donc 21 000 commerces en activité. Ça fait maintenant bientôt 3 ans que Atrium mène un projet de recherche appliquée qui cherche à définir le concept de la Smart Retail City. Ça veut dire que ça fait 3 ans que moi je me consacre au quotidien à mes 2 pléonasmes préférés. La Smart City. La Smart City. La ville est finalement... l'urbanisation est en fait le fruit de l'intelligence humaine qui, depuis des milliers d'années, a cherché à se rassembler. Et il en est de même pour le commerce. Le commerce aussi est le résultat d'une forme d'intelligence qui pousse des personnes à échanger des savoir-faire. Bon, de ces 2 concepts-là, de Smart City et de Smart Retail, on peut finalement avancer vers la compréhension de quelque chose qui avance d'un processus d'amélioration continue. La Retail City, donc la ville du commerce, le commerce urbain, c'est un système très complexe. Complexe parce qu'il y a énormément d'acteurs. On imagine bien qu'il ne s'agit pas là que des commerçants et que des clients. Le gouvernement est impliqué, toutes les institutions ont du poids à jouer là-dedans. Et on va voir un petit peu tout ce qui rentre dans ce système très organique, cet environnement très mouvant du commerce urbain. D'abord, la loi de l'offre et la demande. C'est valable pour une ville, c'est valable pour le commerce. Une ville moins attractive n'attire pas ni les entreprises ni les particuliers. Un commerce qui vend un produit qui n'est pas recherché fait faillite. Ça, c'est une règle qui s'applique à fond dans notre projet. Ensuite, il faut aussi voir que le commerce, le rez-de-chaussée, c'est l'image de la ville. Un commerce florissant, des entreprises qui fonctionnent, une dynamique de l'animation, ça fait vivre la ville. Un commerce en déclin, des cellules vides, un commerce qui ferme, ça a quoi comme résultat? Ça fait naître le sentiment d'insécurité chez les gens. Donc pour nous, finalement, si on voulait rendre nos espaces publics plus dynamiques, il faudrait qu'on veille en premier lieu à l'attractivité de nos vitrines. Dans cet écosystème-là, il y a évidemment 2 approches. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit laisser le secteur évoluer? Est-ce qu'on doit laisser des nouvelles formes apparaître pour créer des nouveaux usages de ces espaces dans les villes? Le coworking, la diversification des notions de services, le divertissement aussi en rue. On ne vend plus que des produits, on ne vend plus que du pain, on vend une histoire, on vend d'autres choses. Est-ce que tout ça, on doit le laisser émerger ou est-ce qu'on doit, au contraire, inciter à ça, avec des réglementations, avec de la gestion drastique des plans sur du long terme, avec des actions de régulation à moyen terme et à court terme? Comme vous l'imaginez, il n'y a pas une bonne réponse là-dedans. Dans cet écosystème du commerce urbain, on retrouve des acteurs qui défendent chacune de ces positions. Et puis les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies qu'on peut voir autrement que comme un perturbateur de base. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, elles ne viennent pas jouer sur notre balance d'offres et de demandes. Elles ne viennent pas directement ni appuyer d'un côté ni appuyer de l'autre. Par contre, elles sont là, elles gravitent dans l'environnement et elles peuvent être un effet de levier. Parce que le consommateur peut s'en servir pour être plus exigeant. De la même manière, le commerçant peut s'en servir pour proposer des meilleurs services ou être plus visible ou améliorer sa communication. Il en est de même pour les autres acteurs du secteur. Une organisation publique qui s'ouvre, qui montre ses données, qui accompagne au plus proche les personnes de son univers, favorise la reconnexion à l'environnement. Ces nouvelles technologies, donc, elles sont là et elles peuvent agir partout. De quoi on a besoin?
En fait, la ville, elle a besoin de citoyens intelligents, hein, si elle veut devenir durable, inclusive, innovante. C'est pareil, le commerce, il a besoin de consommateurs intelligents, s'ils veulent être pleinement rentables. Je crois que tout est question de responsabilité. Qui est le premier coupable de la fermeture d'un commerce? Le commerçant. Qui est le premier responsable du déclin de l'offre commerciale à Bruxelles? C'est le consommateur. Qui est responsable des aberrations de réglementation? C'est les pouvoirs publics. Et le manque de stratégie, c'est mon organisation aussi. Là-dedans, on prône, nous, une action en 2 phases. La première, la responsabilisation, et ensuite la collaboration. Alors c'est bien d'avoir des grands propos, hein, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 ans, on s'est demandé ce qu'Atrium pouvait faire. Depuis 18 ans, on est dans les quartiers. On regarde un peu les commerces qui vont pas bien, on fait du networking, on essaye de mener des petits projets, on met des illuminations sur les marchés. Ça fait 18 ans qu'on accumule de l'expérience de terrain, des fois performante, des fois expérimentale, des fois très approximative. On a connu 2 phases de recentralisation. Une première par zone, et puis maintenant une régionale. Dans tout ça, nos missions ont évolué. Ça, c'est les missions telles qu'elles sont rédigées dans notre contrat de gestion. On est là pour penser, ouvrir et booster le commerce sur la région. OK. Mais dans ce contexte-là, de la smartitude des choses, où on demande à tout le monde d'être plus smart, d'avancer, qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Quel est notre rôle? On a pris le parti et on essaye, depuis maintenant plus de 2 ans que le projet œuvre, de favoriser l'émulation collective. Pour le faire, on a pris une approche. On a décidé de se consacrer à l'usager. C'est pour ça qu'on a ouvert un Living Lab, mettre l'usager au cœur de tous nos travaux, au cœur de tous nos services. On a commencé par leur donner la parole et par écouter en fait ce que nos partenaires, les commerçants et les consommateurs bruxellois attendaient de nous. Ça a donné naissance à notre stratégie des 4+. On attend de nous d'être une agence plus experte. Donc, pour devenir smart, Atrium doit devenir plus experte. D'accord, on va professionnaliser nos équipes, on va générer plus d'expertise. Pour devenir smart, Atrium doit être plus engagé. D'accord, on va défendre une vision du commerce, on va essayer de fédérer mieux les acteurs, de rédiger plus de position papers, d'avancer. Atrium doit aussi être plus inclusive. C'est vrai, on a déjà mené des projets high-tech. Mais quand on présente nos projets high-tech à des commerçants qui ne parlent pas français, qui se servent du commerce pour pouvoir s'intégrer dans la société, ça pose un problème. Là, on a découvert la différence innovation high-tech, innovation low-tech, et on a essayé de commencer à conjuguer les deux pour veiller à l'universalité de nos services. Et puis, pour être smart, Atrium doit devenir aussi plus influente. Et là, on s'est dit que pour ça, il fallait qu'on travaille sur un modèle de conduite de la Smart Retail City qui pourrait être diffusable, qui pourrait être réplicable, que l'on pourrait présenter ailleurs. Et l'Union européenne nous fait confiance pour ça, puisqu'on est financé maintenant par un fonds FEDER. C'est des belles ambitions encore. Ne vous inquiétez pas, on arrive au concret. Concrètement, ça a transformé toutes nos activités autour de 4 grands objectifs pour nos bénéficiaires. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous consacrer au commerce et à tous ces acteurs. Pour nos bénéficiaires, nous avons décidé de les inspirer, de répondre à leurs attentes, de leur donner les moyens d'agir et de rester ouverts. Pour les inspirer,
Je pourrais vous parler des 36 projets qui ont lieu en ce moment dans les 19 communes, mais vous les trouverez sur notre site internet, ce n'est pas tant ça qui est le plus important à mes yeux. C'est de vous expliquer comment on a décidé de valider et d'approuver nos projets. On a mis en place un système de KPI, on parlait tout à l'heure, de critères. Avant de dépenser de l'argent du contribuable pour mener des projets sur le territoire, on a décidé de vérifier l'intelligence de nos projets. 3 intelligences. L'intelligence économique. Est-ce qu'on va générer de l'emploi? Est-ce qu'on va augmenter l'employabilité de nos usagers? L'intelligence territoriale. Qu'est-ce qu'on va faire pour les quartiers? Est-ce que ça va vraiment amener une plus-value sur le quartier? Et l'intelligence commerciale. Est-ce que là, on teste un nouveau concept? Est-ce que là, on avance dans la manière de faire du commerce, d'échanger en faisant du commerce? Voilà. Maintenant, on a mis en place cette grille et on invite tous nos partenaires, toutes les personnes avec qui on travaille, principalement les communes et les associations de commerçants, à penser des projets avec nous en répondant à ça. Un petit exemple né de cette pensée-là, c'est l'Auberge Espagnole, qui est un pop-up, donc un commerce éphémère installé à la place Jourdan. On a ouvert ce lieu dans une petite rue piétonnière qui avait besoin d'être un peu revitalisée. La commune avait très envie de faire quelque chose pour les habitants d'Etterbeek. Et là, avec notre grille de performance, on s'est dit « Ok, mais on va faire plus qu'un commerce éphémère. On va mettre en place du coaching pour les futurs entrepreneurs qui viennent tester là, pendant 2 à 3 mois, leurs concepts commerciaux. On leur apporte un service plus. Et puis pendant qu'ils sont là, non seulement on leur collecte du feedback par rapport aux personnes qui viennent consommer, mais aussi on les accompagne sur leur future installation. Alors ça génère énormément d'événements, donc d'animations sur cette voie publique, parce qu'ils défilent tous les 2 à 3 mois, on a un commerçant différent. Voilà, c'est un projet qui marche bien. D'autres communes maintenant ont envie de mener ce type de projet avec nous, et on est complètement ouvert à ce genre de choses. Répondre aux attentes de nos bénéficiaires. Ça n'a pas été évident. Quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'ils veulent exactement, on a fait nos grandes enquêtes, on a eu leur premier retour, et puis on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille plus loin, parce que la première chose qu'ils nous reprochaient, c'était qu'ils n'étaient pas suffisamment informés. C'est pas facile. Le commerçant, il vit dans ses 4 murs, il est isolé parce qu'il a énormément de contraintes, il a ses fournisseurs, il a sa gestion de stock, il a ses horaires d'ouverture, il n'a pas le temps de sortir, mais l'information ne lui parvient pas. Et puis souvent, on ne lui demande pas son avis sur les enjeux de son quartier ou les enjeux de son secteur, de son type de produit. C'est très compliqué. Alors on s'est dit qu'on allait monter un programme. Encore une fois, je ne veux pas vous parler des résultats. Là aussi, sur notre site internet, vous verrez l'agenda des prochaines. Je vais vous expliquer comment on l'a réfléchi parce qu'on n'en parle jamais. On a monté un programme qui s'appelle Atrium Talks, qui se réalise en fait en 3 phases. On prend des thématiques, des problématiques de la région, qui concernent le commerce évidemment. On organise un premier événement où on invite les gens à venir s'exprimer. Et où nous, on se tait, on est juste observateurs. Ça peut prendre la forme de forums ouverts, ça peut prendre la forme de micro-trottoirs, ça peut prendre la forme d'happening dans des quartiers. On fait venir les gens et on les écoute et on prend des notes et on collecte les attentes. Ensuite, on rentre dans la deuxième phase, la phase d'étude. Là, on mène des projets dans les quartiers un peu expérimentaux. On va chercher des experts. S'il n'y en a pas ici, on va les chercher ailleurs pour répondre à leurs questions. Et quand on a fait ça, quand on a des choses à dire, qu'on peut leur donner une sorte de petit guide pratique de finalement comment traiter ça, comment sortir du problème, on produit un guide. Le guide, il prend cette forme-là. On n'est pas dans du high-tech, on est dans du low-tech. On s'est déjà intéressé à la question des chantiers, qui impactent évidemment l'espace public, et puis le commerce, c'est un des gros cauchemars du commerce à Bruxelles. Je ne vais pas réussir à faire les deux. Le guide est en 3 phases. D'abord, on fait une sorte de panorama, l'état des lieux, qu'est-ce qu'il en est sur la région. Puis un grand 2, comment faire ? Comment s'en sortir quand on est commerçant dans une période de chantier ?
Et puis la troisième partie, c'est un guide pratique, c'est des méthodes pour que les gens entre eux puissent se fédérer et finalement penser une animation à mettre en place pendant le chantier. On a fait ça aussi pour l'ouverture de Pop-Up Store à Bruxelles. On en a un en cours, là, on va publier le guide au mois de juin, le 27 juin, sur les marchés urbains. Comment on fait pour redynamiser un marché? Créer, générer de l'identité autour d'un marché. Pour l'illustrer, ça, c'est quand on les écoute, prend ces formes-là, des fois c'est pire. On a créé un lab, un vrai espace pour pouvoir accueillir tous nos usagers au sous-sol de notre bâtiment. Ça, c'est un exemple de projet expérimental qu'on a pu mener. Donc là, c'était pour le projet chantier. On a travaillé avec Uccle, dans le quartier Van der Kindere. Il y avait un projet de travaux qui allait immobiliser le carrefour pendant 6 mois. Puis les commerçants avaient envie de faire quelque chose. On s'est dit, c'est marrant, à Bruxelles, on n'a jamais testé la scénographie de chantier. Bon, on essaye. On a développé une charte graphique. Le projet s'appelait Quartier en chantier, quartier enchanté. Ça a bien marché. Ce qui a surtout bien marché, c'est l'entente entre les commerçants, qui ont décidé de monter une association, qui ont décidé de continuer à faire des choses ensemble. Maintenant, les travaux sont finis, mais ça perdure. Et puis, évidemment, il y en a qui n'ont pas survécu aux travaux, qui ont laissé des cellules vides. Sauf que quand il y en a des petits nouveaux qui sont arrivés et qui ont vu que les commerçants étaient fédérés, que les commerçants étaient dynamiques, eh ben, ça les a invités à venir s'installer là. Et donc voilà, la forme du guide. Notre troisième objectif, c'est donner les moyens d'agir. C'est pas facile, quand on est organisation régionale, de reconnaître qu'on n'est pas les mieux placés pour faire quelque chose. Il faut, ça demande un peu de courage. Et puis de dire que finalement, c'est pas nous non plus qui avons les meilleures idées. Parce que on habite chacun dans un quartier, hein, pas dans les 154 de la région bruxelloise. Et puis il y a eu les attentats, et là on s'est dit, on va profiter de ça. C'est triste, hein. Mais au moment où il y a eu les attentats à Paris, période de lockdown, réputation affreuse de Bruxelles dans les médias, nous étions le Hell-Hall. On s'est dit, c'est pas à nous de répondre. Et là, on a compris, c'était pas à nous de répondre. C'était aux citoyens. C'était aux citoyens de dire ce qu'ils voulaient faire pour booster l'attractivité de la région. Alors, on a monté un projet. On est allé voir le ministre, on lui a dit, on a une idée. Le projet s'appelle Make Brussels. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Il se déroulait en 4 phases. Un mois où tout le monde pouvait proposer une idée qu'il avait pour Bruxelles. Pour être sûr que tout le monde réponde, on a organisé des sessions d'émergence d'idées dans les quartiers, dans les 10 quartiers du centre-ville, où on a mélangé des associations de commerçants, des créatifs, pour générer plein d'idées. Ces idées étaient postées sur la plateforme. Elles ressemblent à ça. Et puis ensuite, une phase de vote, où là, on demande à tout le monde d'aller voter pour leurs idées préférées. On ne limitait pas le vote à une idée. Non, chacun pouvait aller se promener sur la plateforme. Et puis, à la fin du vote, on a gardé 30 projets. Les 30 projets préférés des gens qui avaient voté. Et on les a emmenés en week-end. Alors, ce n'était pas un hackathon, c'était un créathon, mais c'est à peu près la même chose. Comment faire d'une idée un véritable projet faisable et réalisable. Et ensuite, sur les 30 finalistes, un par quartier, donc 10 projets, ont reçu 30 000 € pour être développés en 6 mois. Ce projet, il était un peu culotté. On nous attendait beaucoup au tournant, en nous disant « mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de gaspiller de l'argent, vous êtes en train de donner de l'argent à des gens pour faire votre travail. » Non, ça ne nous empêche pas, nous, d'avoir une stratégie, ça ne nous empêche pas, nous, de faire des choses. Mais on aide le citoyen à reconnecter avec son territoire, à se réimpliquer. Et du coup, parmi les projets qui ont été finalistes, il y a des projets high-tech, d'application, il y a des projets très poétiques où on fait des petits bateaux, mais tous permettaient d'augmenter le lien entre les gens dans les quartiers. Nos résultats ont été assez bons, vous avez la colonne de ce qu'on espérait et la colonne de ce qui a été réalisé. 48 000 votes sur la plateforme, 172 000 visites uniques sur le site.
102 mentions dans la presse et puis 1423 mentions sur les réseaux sociaux. Les gens nous ont suivis, ce qui nous mène à penser à la version 2 de Make Brussels qui va arriver cette année, qui est en phase de modélisation. Évidemment, pour la manière dont nous leur donnons les moyens d'agir, il y a d'autres projets. On fait des appels à projets pour les associations de commerçants, tout ça. Mais encore une fois, je voulais juste vous montrer un morceau. Et mon dernier point, c'est comment nous restons ouverts. Rester ouvert, c'est pas facile. Se connecter avec d'autres acteurs, c'est pas facile non plus. Alors, on est en train de développer, ceci est un draft, c'est en cours de développement, une plateforme qui s'appelle Smart Retail City Lab, sur laquelle on va pouvoir exposer toutes nos méthodes, tous nos outils, et puis proposer un manifeste collaboratif de la Smart Retail City. Notre objectif, c'est que si Atrium ouvre sa donnée, et ça, il y a 3 gros projets Art Tech Data qui sont en train d'être faits, il faut aussi qu'on puisse répondre aux opportunités que ça va générer. Cette plateforme, elle va être aussi là pour ça. Donc voilà, notre position, c'est l'Open Innovation. On refond notre base de données, on crée une plateforme B2C pour accompagner mieux les entreprises bruxelloises sur la Smart City et toutes les offres de commerce online et toutes ces questions-là, pour les aider à être présents aussi online. On développe d'un autre côté une autre plateforme pour aider le citoyen bruxellois à mieux s'y repérer et à se fédérer pour son commerce local. Des méthodes, on en développe énormément. Et sur la plateforme, elles seront accessibles à tous. C'est aussi un brouillon, on est encore en cours de réalisation graphique. Mais voilà, je suis une commune, il y a un chantier dans un de mes quartiers, je ne sais pas trop comment faire, parce que là, le climat n'est pas bon. Eh ben, je vais sur la plateforme, je mets mes filtres, je cherche à faire de l'émergence d'idées dans un climat difficile, et puis ça propose des méthodes qu'on imprime, avec dedans l'explication de à quoi ça sert, le développement, le déroulement, qui est invité, comment le faire. Voilà. Nous, on va présenter nos méthodes inédites, on en a déjà pas mal, puis on espère bien que d'autres acteurs de l'innovation ouverte contribueront à l'enrichissement de cette plateforme. Ce qui est sûr, c'est que l'amélioration de l'espace public, c'est comme tout en fait. Ça vit, ça avance, ça évolue. Andy Warhol a dit quelque chose que moi j'aime beaucoup. On dit toujours que le temps change les choses. Mais en réalité, le temps, il passe. Hein, il fait que passer. Et nous devons changer les choses. Du coup, sur notre plateforme, on veut surtout mettre la lumière sur les gens qui ont décidé d'agir et de se mettre au service de leur quartier, de leur commerce, de leur ville. Et voilà, c'est comme ça qu'on entend mener notre grand projet de Smart Retail City. La plateforme sera inaugurée en novembre et j'espère qu'on vous y verra. Merci beaucoup.